C'était la fête des mères, et mon fils venait de tendre à sa belle-mère une enveloppe scintillante avec un nœud parfait. Brenda l'ouvrit avec ses ongles impeccables, et ses yeux s'illuminèrent comme si elle avait gagné à la loterie. Des billets pour Paris, un hôtel 5 étoiles, tout compris, 15 jours complets. Ryan la serra fort dans ses bras, plus fort qu'il ne m'avait serré depuis des années, et lui dit d'une voix pleine d'émotion, « Tu mérites le monde entier, Brenda. Tu as toujours été là pour nous. » J'étais assise sur le canapé du salon, tenant mon propre cadeau encore non ouvert. Un petit sac en papier avec un simple nœud. Tout le monde applaudit. Jessica essuya une larme d'émotion. Quelqu'un prit des photos. Brenda posa avec les billets à la main. Comme une reine recevant sa couronne. Puis tous les yeux se tournèrent vers moi. Ryan s'approcha et me tendit mon cadeau avec un sourire poli. Le genre de sourire que l'on fait à une connaissance, pas à la femme qui vous a donné la vie. J'ouvris le sac avec des mains qui tremblaient, même si j'essayais de les garder stables. Une carte cadeau de 15 $ d'un magasin discount et un mot manuscrit, d'une écriture hâtive de quelqu'un qui l'a fait 5 minutes avant de quitter la maison. Maman, il est important d'être reconnaissante pour ce que l'on a. Je t'aime. Je sentis quelque chose se briser en moi, mais ce n'était pas mon cœur. C'était quelque chose de plus profond. C'était la dernière illusion qu'il me restait sur mon fils. Je levai les yeux et vis Jessica me regarder avec un sourire narquois à peine contenu. Brenda observait la scène avec cette expression satisfaite de quelqu'un qui vient de gagner une bataille silencieuse. Ryan attendait que je dise quelque chose, que je sois reconnaissante, que j'agisse comme je l'avais toujours fait. Alors j'ai souri. J'ai souri comme j'avais appris à le faire à travers toutes ces années de petites humiliations, de mépris déguisés en affection, de promesses non tenues et de câlins de plus en plus froids. « Merci, mon chéri », ai-je dit d'une voix calme. Quelle délicate attention. Certains des invités rirent, mal à l'aise. D'autres baissèrent les yeux sur leur assiette. Une cousine de Jessica murmura quelque chose sur la difficulté d'acheter des cadeaux. Mais je savais la vérité. Tout le monde dans cette pièce savait la vérité. 15 $ pour la femme qui a vendu sa machine à coudre pour payer ses études. 15 $ pour la mère qui a travaillé en double poste pendant 20 ans pour qu'il n'ait jamais à emprunter quoi que ce soit. 15 $ pour la veuve qui a refusé des occasions de refaire sa vie parce que son fils avait besoin de stabilité. Et un voyage à Paris pour la belle-mère qui est apparue dans sa vie il y a seulement 5 ans. Je suis resté à cette fête pendant 2 heures de plus. J'ai mangé un morceau de gâteau qui n'avait aucun goût. J'ai écouté des conversations sur des restaurants chers et des voyages de week-end. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne n'a remarqué quand j'ai laissé mon assiette à moitié mangée. À 20 h, je me suis levé du canapé. Ryan était dans la cuisine, riant de quelque chose que Brenda avait dit. Jessica montrait des photos sur son téléphone à un groupe d'amis. J'ai pris mon sac à main, mon petit sac en papier avec mon cadeau de 15 $, et je me suis dirigé vers la porte. « Tu pars déjà, maman ?» a demandé Ryan sans bouger de sa place, sans me raccompagner, sans même sembler vraiment intéressé par ma réponse. « Oui, mon chéri. Il est tard pour moi. Je vais t'appeler un taxi, a-t-il dit, mais il n'a pas sorti son téléphone. Il savait que je dirais non. Ne t'inquiète pas, je préfère marcher un peu. Je suis sorti dans la rue et l'air frais de la nuit m'a frappé le visage. Mes jambes tremblaient, mais j'ai continué à marcher. Un pâté de maison, 2 pâtés de maison, 3. Quand j'ai été assez loin, quand j'ai su que personne ne pouvait me voir, je me suis arrêté sous un lampadaire et j'ai sorti cette carte cadeau de 15 $. Je l'ai regardée pendant une longue minute. J'ai relu le mot. Il est important d'être reconnaissante pour ce que l'on a, et puis, pour la première fois de la soirée, j'ai vraiment souri. Mais ce n'était pas un sourire de bonheur. C'était un sourire de quelque chose de nouveau, quelque chose qui naissait en moi à ce moment précis. Parce qu'il ne savait pas, Ryan ne savait pas, Jessica ne savait pas, Brenda ne savait pas. Il ne savait pas que j'avais passé 3 mois à me préparer pour ce moment exact. Il ne savait pas que chaque mépris, chaque promesse oubliée, chaque petite humiliation avait été enregistrée, sauvegardée et documentée dans ma mémoire, et dans des endroits plus sûrs. Il ne savait pas que j'avais cessé d'être la mère naïve qui justifiait tout par l'amour. Cette femme était morte ce soir sur ce canapé, tenant une carte cadeau de 15 $ pendant que son fils promettait le monde à une autre femme. J'ai remis la carte dans mon sac à main. Je la garderai, non pas comme un souvenir, mais comme une preuve, la preuve de jusqu'où la trahison était allée.
J'ai continué à marcher vers l'arrêt de bus. Mes vieilles chaussures faisaient du bruit sur le trottoir. Je portais le même manteau que j'avais depuis 10 ans. Mes cheveux gris étaient attachés en arrière dans le même simple chignon que toujours. De l'extérieur, j'étais la même Eleanor Vance, 67 ans, qui était entrée dans cette fête. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé pour toujours. Je suis monté dans le bus et je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre. J'ai vu une femme fatiguée avec des rides profondes autour des yeux, avec des mains usées et des vêtements modestes. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu de la détermination. J'ai vu de la clarté. J'ai vu la fin d'une histoire et le début d'une histoire complètement différente. Le bus a démarré et j'ai laissé la maison de mon fils derrière moi. J'ai laissé derrière moi les ballons roses et les rires faux. J'ai laissé derrière moi la mère que j'avais été pendant 38 ans, parce que ce soir, à ce moment précis, j'avais pris une décision. Il m'avait donné $15 et une leçon de gratitude. Parfait. J'allais leur donner une leçon beaucoup plus précieuse. Une leçon sur les conséquences, sur la justice, sur ce qui arrive quand on sous-estime une femme qui n'a plus rien à perdre. J'ai sorti mon vieux téléphone de mon sac. J'avais un SMS de Ryan, envoyé 10 minutes après mon départ. Rentrez à la maison. Ok? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes contacts et j'ai cherché un nom que je n'avais pas composé depuis des années. Theodore Marshall, mon ancien voisin, l'homme que j'avais aidé quand il avait tout perdu. L'avocat qui me devait une faveur qu'il n'avait jamais pu me rendre. J'ai écrit un simple message. Théo, j'ai besoin de ton aide. C'est urgent. Pouvons-nous nous voir demain? La réponse est arrivée en moins de 2 minutes. Eleanor, bien sûr. À l'heure que tu voudras. Je te dois plus que je ne pourrai jamais te rembourser. J'ai rangé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville passaient rapidement, floues, comme des souvenirs qui s'estompent. Mais je n'allais pas m'estomper. Pas cette fois. Il ne savait pas que j'avais trouvé quelque chose il y a 3 mois. Quelque chose qui a tout changé. Quelque chose qui a transformé ma douleur en pouvoir et mon silence en stratégie. Mais c'était pour plus tard. Ce soir, j'avais juste besoin de rentrer chez moi, d'enlever ces chaussures qui me faisaient mal et de commencer à planifier chaque étape de ce qui allait arriver. Parce que si j'avais appris quelque chose en 67 ans de vie, c'était ceci: les femmes comme moi, celles qui ont survécu à la perte, à la trahison et à l'oubli, sont beaucoup plus fortes que quiconque ne l'imagine, et beaucoup plus dangereuses quand nous décidons enfin de cesser de pardonner. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté assise dans mon petit appartement, dans le seul fauteuil que je possédais, à regarder les murs vides que j'avais fixés pendant tant d'années. Ma maison était simple. 2 chambres, une cuisine étroite, une salle de bain avec de vieux carreaux. Rien à voir avec la maison de 3 étages de Ryan, avec sa pelouse parfaite et son garage pour 2 voitures. Mais cette maison était la mienne. Je l'avais payée avec mon travail, avec mes mains, avec chaque point que j'avais cousu pendant des décennies. Je me suis fait un thé que je n'ai pas bu. J'avais juste besoin de tenir quelque chose de chaud dans mes mains pendant que mon esprit voyageait en arrière, vers les souvenirs que j'avais essayé d'enterrer, mais qui refaisaient surface ce soir comme des corps dans une rivière. Comment en étais-je arrivé là? À quel moment mon fils était-il devenu un étranger? Je me suis souvenu du jour où Ryan est né. J'avais 29 ans. Son père, Michael Vance, était si heureux qu'il a pleuré en le voyant pour la première fois. Ce petit bébé ridé était notre miracle, notre avenir, notre raison d'exister. Michael travaillait dans la construction. Je cousais des vêtements pour les femmes du quartier. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions de l'amour. Nous avions des projets. Nous avions des rêves pour ce garçon qui dormait dans un berceau d'occasion, entouré de toute notre affection. Quand Ryan a eu 6 ans, Michael est mort. Un accident sur le chantier. Une poutre est tombée au mauvais endroit au mauvais moment. Mon mari avait 35 ans. Je suis devenu veuve à 35 ans, moi aussi, avec un petit garçon et une montagne de dettes à payer. Je ne me suis pas beaucoup laissé pleurer à l'époque. Je ne le pouvais pas. Ryan me regardait avec ses yeux immenses, cherchant des réponses que je n'avais pas, une sécurité que je pouvais à peine feindre. Alors, j'ai séché mes larmes et j'ai pris des décisions. J'ai vendu tout ce qui n'était pas essentiel. Il ne me restait que ma machine à coudre, et j'ai transformé mon salon en un petit atelier.
Je travaillais de 5 heures du matin à minuit, cousant des robes de bal, ourlant des pantalons, faisant des rideaux, des nappes, tout ce dont on avait besoin. Ryan a grandi et je l'ai observé depuis ma machine à coudre. Je l'aidais à faire ses devoirs entre deux coutures. Je lui préparais le petit déjeuner avant l'aube et le dîner après le crépuscule. Le week-end, quand les autres enfants allaient au parc avec leurs parents, Ryan s'asseyait à côté de moi et me tendait du fil. Il m'aidait à mesurer le tissu. Un jour, on aura une plus grande maison, maman, me disait-il avec cette voix d'enfant pleine d'espoir. Et tu n'auras plus à travailler si dur. Je lui caressais les cheveux et je le croyais. Je le croyais parce que j'avais besoin de croire en quelque chose. Quand Ryan avait 14 ans, il est rentré de l'école avec une lettre. Il avait été accepté dans un programme pour élèves surdoués. C'était sa chance d'aller dans un meilleur lycée, d'avoir un avenir différent de celui que notre quartier pouvait offrir. Mais ça coûtait de l'argent. Pas beaucoup pour des familles comme celles que je voyais dans les magazines. Mais pour moi, c'était une fortune. Des uniformes spéciaux, des livres, le transport jusqu'à l'autre bout de la ville, du matériel. J'ai travaillé plus. J'ai accepté des travaux que d'autres couturières refusaient parce qu'ils étaient trop compliqués ou payaient trop peu. Mes mains ont commencé à me faire mal la nuit. Mes yeux se sont fatigués de regarder les aiguilles et les points sous la lumière jaune de ma vieille lampe. Mais Ryan est allé à cette école et il a excellé. Il a eu les meilleures notes. Les professeurs l'adoraient. J'allais aux réunions parents-professeurs avec mes vêtements raccommodés et mes chaussures usées. Mais je gardais la tête haute parce que mon fils était le meilleur. Puis est venue l'université. Une bourse partielle. Je devais couvrir le reste. J'ai vendu ma machine à coudre ancienne, celle qui avait appartenu à ma mère, et j'en ai acheté une moins chère. J'ai vendu les quelques bijoux que Michael m'avait offerts. J'ai vendu mon alliance. Ryan ne l'a jamais su. Je lui ai dit que j'avais assez économisé. Je ne voulais pas qu'il se sente coupable. Je ne voulais pas qu'il arrête d'étudier à cause de moi. Pendant ces 4 années d'université, j'ai moins mangé pour que son compte en banque soit plus fourni. J'ai porté les mêmes vêtements pendant des années. Je ne suis pas allé chez le médecin même si mon dos me faisait de plus en plus mal. Je ne me suis permis aucun luxe, aucune fantaisie, aucun repos. Et Ryan a obtenu son diplôme avec mention. Il a trouvé un emploi dans une grande entreprise. Il a commencé à gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Il a déménagé dans un appartement dans un meilleur quartier de la ville. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi, maman, m'a-t-il dit le jour où il a signé son contrat. Tout ce que tu as fait pour moi, je vais te le rendre, multiplié. J'ai pleuré de bonheur ce jour-là. J'ai pensé que tout le sacrifice en avait valu la peine. J'ai pensé que je pouvais enfin me reposer. J'ai pensé que mon fils et moi serions ensemble, qu'il tiendrait cette promesse qu'il m'avait faite depuis qu'il était enfant. Mais ensuite, il a rencontré Jessica. Au début, elle semblait être une gentille fille, éduquée, jolie, d'une bonne famille. Elle venait d'un monde complètement différent du nôtre. Son père possédait plusieurs magasins. Sa mère n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Quand Ryan me l'a présentée, j'ai essayé d'être amical. J'ai cuisiné pour elle, je lui ai montré des photos de Ryan petit, je lui ai raconté des histoires de l'époque où nous étions pauvres mais heureux. Jessica souriait, mais c'était un sourire froid. Ses yeux parcouraient mon petit appartement avec une expression que je connaissais bien. C'était la même expression que les dames riches de la ville affichaient lorsqu'elles venaient à mon atelier pour commander des robes. La supériorité déguisée en politesse. Après cette visite, Ryan a commencé à changer. De petits changements. Au début, il m'appelait moins. Quand je l'appelais, ses réponses étaient plus courtes. Je suis occupé, maman. On se parle plus tard. J'ai une réunion. Les visites sont devenues moins fréquentes. Une fois par mois, puis tous les 2 mois. Puis, seulement pour les vacances. Quand il a annoncé qu'il allait se marier, j'étais heureuse pour lui. Mais j'avais aussi une boule dans l'estomac que je ne pouvais pas expliquer, comme si je savais que quelque chose était sur le point de se terminer. Le mariage était grand et cher. Je n'ai presque rien pu payer. Jessica et sa famille se sont occupés de tout. J'étais juste une autre invitée, assise à une table au fond de la salle avec des cousins éloignés de Ryan qui me connaissaient à peine. Brenda, la mère de Jessica, m'a salué ce jour-là avec une tape sur l'épaule et un sourire condescendant. Vous devez être si fier que Ryan soit arrivé si loin,
m'a-t-elle dit, comme si elle y était pour quelque chose, comme si ses mains avaient été celles qui avaient saigné pour lui. Après le mariage, tout a empiré. Ryan et Jessica ont emménagé dans cette grande maison. Je n'y suis allé qu'une seule fois le premier mois. Jessica m'a montré chaque pièce avec fierté, mais je sentais que je n'étais pas vraiment la bienvenue. C'était comme visiter un musée, pas une maison. Maman, tu dois appeler avant de venir, m'a dit Ryan une semaine plus tard, lorsque je suis arrivé à l'improviste avec un gratin que j'avais préparé pour eux. Jessica a besoin de son espace. Nous avons besoin de notre intimité. Je me suis excusé. J'ai promis de toujours appeler. J'ai promis de ne pas être une nuisance. Et j'ai tenu ma promesse. J'appelais avant chaque visite. Je demandais si c'était le bon moment. Je ne restais qu'une heure. J'apportais toujours quelque chose avec moi, de la nourriture ou un petit cadeau, pour ne pas arriver les mains vides. Mais les invitations sont devenues de plus en plus rares. Les anniversaires de Ryan ont commencé à être célébrés sans moi. C'est juste quelque chose de petit, maman. Juste nous. Puis, je découvrais sur les réseaux sociaux que c'était une grande fête avec tous les amis de Jessica et sa famille. 3 mois avant cette fête des mères qui a tout changé, il s'est passé quelque chose qui m'a ouvert les yeux de manière brutale et définitive. C'était un mardi après-midi. Ryan était venu me rendre visite. Chose inhabituelle à cette époque. Il a dit qu'il avait besoin d'utiliser ma salle de bain parce qu'il avait une réunion à proximité et n'avait pas le temps d'aller à son bureau. J'étais heureuse de le voir, même si ce n'était que pour ces quelques minutes volées. J'ai fait du café pendant qu'il était dans la salle de bain. Quand il est sorti, son téléphone était sur la table de la cuisine. Il était si pressé qu'il l'avait oublié là. J'étais sur le point de le lui apporter, mais à ce moment-là, il a vibré et l'écran s'est allumé. Il n'avait pas de mot de passe ou il l'avait temporairement désactivé. Je ne sais pas, mais j'ai pu voir le message complet qui est apparu à l'écran. Il était de Jessica. Ta mère est déjà partie? Brenda arrive dans 1 heure, et je ne veux pas qu'elle la croise. Tu sais comment est ma mère quand elle doit faire semblant d'être gentille avec des gens comme ça. Mes mains se sont mises à trembler. Des gens comme ça. Ces 3 mots m'ont poignardé en plein cœur comme s'ils étaient réels et tranchants. Ryan est sorti de la salle de bain en s'essuyant les mains. Il a vu son téléphone dans mes mains. Il a vu mon visage. Il a su que j'avais lu le message. Maman, ce n'est pas ce que tu penses, a-t-il dit rapidement. Et qu'est-ce que je pense, Ryan, ai-je demandé, ma voix plus calme que je ne le sentais. Jessica ne le pensait pas comme ça. C'est juste que ma belle-mère est très particulière, et quand il y a des visiteurs, elle préfère que la maison soit calme. Calme, ai-je répété. C'est moi qui interromps le calme. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le faire. Ryan a pris son téléphone, clairement mal à l'aise. Il a regardé sa montre. Je dois y aller, maman. Je suis déjà en retard pour cette réunion. Bien sûr, vas-y. Je ne veux pas être une nuisance de plus. Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Il est parti sans me serrer dans ses bras, sans m'embrasser, sans regarder en arrière. Je suis resté là, dans ma cuisine, avec 2 tasses de café que personne n'allait boire, sentant le sol bouger sous mes pieds. Des gens comme ça. Comme si j'étais inférieur. Comme si toutes ces années de sacrifice avaient fait de moi quelque chose de honteux, comme si ma pauvreté était contagieuse. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à ce message, aux mots de Jessica, à la façon dont Ryan s'était enfui sans même essayer de me défendre vraiment. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, quelque chose dont je ne suis pas fier, mais que je devais faire. J'ai appelé Ryan et je lui ai dit que j'avais trouvé de vieux documents de son père que je pensais qu'il voudrait voir. Je lui ai demandé de passer chez moi quand il pourrait. Il a dit qu'il viendrait samedi matin. Il est arrivé tôt samedi. Il semblait pressé. Je lui ai montré les documents, de vieilles photos, des certificats, des choses qui existaient vraiment mais qui n'étaient pas la vraie raison pour laquelle je l'avais appelé. Pendant qu'il regardait les photos, j'ai refait du café. Et quand il est allé à la salle de bain, j'ai pris son téléphone sur la table. Cette fois, il y avait un mot de passe, mais je connaissais mon fils. J'ai essayé sa date de naissance. Ça n'a pas marché. J'ai essayé sa date de mariage. Rien. Puis j'ai essayé l'anniversaire de Jessica.
Le téléphone s'est déverrouillé. Mes mains transpiraient. Mon cœur battait si fort. Je pensais que Ryan l'entendrait depuis la salle de bain, mais je devais savoir. Je devais comprendre à quel point mon fils avait changé. J'ai ouvert les messages. J'ai cherché la conversation avec Jessica. J'ai commencé à lire à rebours. Des jours et des semaines de messages. Ce que j'ai trouvé était pire que ce que j'avais imaginé. Ta mère a encore appelé. C'est la 3e fois cette semaine. C'est épuisant. Dis-lui que tu es occupé. Ça marche toujours. Je le fais, mais elle devient triste et ça me fait culpabiliser. Ryan, tu dois fixer des limites. Ma mère dit que les belles-mères comme ça ne comprennent jamais quand il faut se retirer. Je sais. Tu as raison. J'ai continué à faire défiler. Plus de messages, plus de conversations qui me brisaient le cœur. Ta mère a encore apporté cette nourriture bizarre qu'elle fait. Je ne sais même pas ce que c'est. Je l'ai jetée après son départ. Jessica, c'est sa façon de montrer son affection. C'est sa façon de nous rappeler qu'elle vient d'un autre milieu. Ma mère dit que c'est de la manipulation émotionnelle. Peut-être. Je n'y avais pas pensé comme ça. Les larmes ont commencé à tomber sur l'écran du téléphone. Je devais les essuyer rapidement pour continuer à lire, pour continuer à me détruire à chaque mot. Puis j'ai trouvé une discussion de groupe. Ryan, Jessica et Brenda. Le nom du groupe était « La famille Dawson-Vance ». Il n'avait même pas mis son propre nom de famille en premier. Le nom que je lui avais donné, le nom de son père mort. J'ai lu les messages du groupe. C'était surtout Brenda et Jessica qui parlaient. Ryan répondait occasionnellement avec des émojis ou des phrases courtes. Ryan, chérie, tu dois penser à ton avenir. À tes futurs enfants. L'héritage de ta mère doit être sécurisé pour toi, pas perdu dans ce vieil appartement qu'elle insiste à garder. Ma mère n'a pas grand-chose, Brenda. Juste la maison et quelques économies. Des économies qui devraient être sur un compte à ton nom pour plus de sécurité. Et si elle tombe malade et que quelqu'un profite d'elle? Il vaut mieux que tu le gères dès maintenant. Je ne sais pas si elle accepterait ça. C'est pour ça que tu dois être intelligent, mon fils. Petit à petit, avec amour. Fais-lui voir que c'est pour son bien. Je me suis assise par terre dans ma cuisine, le téléphone à la main, lisant ses messages encore et encore. Il voulait mon argent. L'argent que Michael avait laissé de son assurance vie. L'argent que j'avais économisé pendant 30 ans sans y toucher parce que c'était pour les urgences, pour ma vieillesse, pour ne pas être un fardeau pour personne. Il voulait ma maison. La maison que j'avais payée avec mon sang et ma sueur. Et le pire, c'est que Ryan y réfléchissait. Il ne les arrêtait pas. Il ne me défendait pas. Il disait, vous avez raison, et j'y penserai. Et petit à petit, j'ai entendu l'eau de la salle de bain s'arrêter. Ryan était sur le point de sortir. J'ai rapidement tout fermé, verrouillé le téléphone et l'ai remis exactement où il était. J'ai essuyé mes larmes sur le dos de ma main et je me suis levé. Quand Ryan est sorti de la salle de bain, je versais du café comme si de rien n'était. Ça va, maman? Tu as l'air pâle, a-t-il dit. Je vais bien, juste un peu fatigué. Ce samedi-là, nous avons bu du café. Nous avons parlé de choses sans importance. Il m'a parlé d'un projet au travail. J'ai hoché la tête, j'ai souri et j'ai dit les bonnes choses au bon moment. Mais à l'intérieur, quelque chose était mort et autre chose était né. Quand Ryan est parti ce jour-là, j'ai fermé la porte et je me suis permis de pleurer. J'ai pleuré pendant des heures. J'ai pleuré pour le garçon qu'il avait été. J'ai pleuré pour l'homme qu'il était devenu. J'ai pleuré pour toutes les années que j'avais perdues à croire que l'amour d'une mère était suffisant. Mais après les larmes est venu quelque chose de différent, la clarté. Une clarté froide et cristalline. Il voulait mon argent. Il voulait ma maison. Il voulait que je disparaisse tranquillement de leur vie sans causer de problème. Il voulait que je continue d'être la mère reconnaissante et soumise qui acceptait les miettes et souriait pendant qu'il me poussait dans un coin de plus en plus petit. J'ai séché mon visage et je suis allé dans ma chambre. Au fond de mon placard, derrière de vieilles boîtes et des vêtements que je ne portais plus, il y avait une boîte en métal. Je l'ai sortie et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient tous mes documents importants, l'acte de propriété de ma maison, les papiers d'assurance vie de Michael, les relevés de compte bancaire. Tout était à mon nom.
Ryan n'avait accès à rien. Pas encore. Dieu merci, je n'avais jamais été assez sotte pour mettre quoi que ce soit à son nom. Le lundi suivant, j'ai cherché dans mon vieil carnet d'adresses le numéro de Theodore Marshall. Je ne lui avais pas parlé depuis des années, mais je ne l'avais jamais oublié. Theodore avait été mon voisin quand Ryan était adolescent. C'était un avocat, il avait un petit cabinet respectable, une famille qui semblait heureuse jusqu'à ce que sa femme le quitte et prenne tout. La maison, les économies, même sa réputation. Elle l'a accusé de choses qui n'étaient pas vraies. Mais au tribunal, avec les avocats chers que sa famille pouvait se permettre, Theodore n'a eu aucune chance. Il a tout perdu. Il a dû fermer son cabinet. Il a emménagé dans un minuscule appartement à côté du mien. Je le voyais rentrer le soir avec les mêmes vêtements froissés, un regard perdu, le poids d'un homme qui avait été détruit. Pendant des mois, je lui ai apporté de la nourriture. Pas grand-chose parce que je n'avais pas grand-chose non plus, mais un bol de soupe, un morceau de pain, quelque chose de chaud pour qu'il n'ait pas à se soucier de cuisiner. Il a essayé de me payer. J'ai toujours refusé son argent. Un jour, je te rembourserai pour tout ça, Eleanor, me disait-il. Quand je me remettrai sur pied, je te jure que je me rattraperai. Tu ne me dois rien, Théo. Les voisins s'entraident. C'est comme ça qu'on survit. Un jour, il a frappé à ma porte avec une valise à la main. Il avait trouvé un travail dans une autre ville. Un cabinet d'avocats avait besoin de quelqu'un avec son expérience. Ça ne payait pas beaucoup au début, mais c'était sa chance de recommencer. Je ne sais pas comment te remercier, Eleanor. Tu m'as littéralement sauvé la vie. Il y a eu des nuits où j'ai pensé à abandonner. Quand ça ne semblait plus la peine de continuer. Mais alors tu arrivais avec ta nourriture et ton sourire et tu me rappelais qu'il y avait encore de la bonté dans le monde. Il est parti. Il m'a écrit quelques fois la première année. Puis nous avons perdu le contact. La vie a continué, mais je ne l'ai jamais oublié. Maintenant, des années plus tard, j'ai composé son numéro, espérant qu'il fonctionnait toujours. Il a sonné 3 fois avant qu'il ne réponde. Allô? Théo, c'est Eleanor. Eleanor Vance. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Eleanor. Sa voix a changé immédiatement. Bien sûr que je me souviens de toi. Comment vas-tu? Je vais bien. J'ai besoin de ton aide, Théo. C'est urgent. C'est à propos de mon fils, et c'est compliqué. Il y a eu un bref silence. Puis sa voix est devenue sérieuse, professionnelle. Dis-moi où et quand. Je serai là. Nous nous sommes rencontrés 2 jours plus tard dans un café loin de mon quartier, loin de tout endroit où quelqu'un pourrait me reconnaître. Théo avait changé. Il n'était plus l'homme vaincu que j'avais connu. Ses cheveux étaient gris mais bien coupés. Il portait un costume simple mais de bonne qualité et il avait une mallette en cuir. Il s'est levé quand il m'a vu entrer. Il m'a serré dans ses bras avec une affection sincère qui m'a donné envie de pleurer. Tu as l'air en forme, Théo, lui ai-je dit. Je suis là grâce à toi, Eleanor. Je ne l'oublie jamais. Chaque fois que je signe une affaire, chaque fois que je gagne au tribunal, je pense à ces nuits où tu étais la seule personne à me traiter avec dignité. Nous nous sommes assis, nous avons commandé du café, puis je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de Ryan et de son changement, de Jessica et de sa famille, des messages que j'avais lus, de leur projet de prendre ma maison et mes économies, de la fête des mères qui approchait et du pressentiment que quelque chose de pire allait arriver. Théo a écouté en silence, prenant des notes dans un petit carnet. Son expression est devenue plus sérieuse à chaque mot que je prononçais. « As-tu toujours accès à ces messages ?» a-t-il demandé quand j'ai eu fini. « Non, je ne les ai vus que cette fois-là. » Ryan a un mot de passe sur son téléphone maintenant. « Les documents, tout est à ton nom ?» « Oui, la maison, les comptes, tout. » Ryan n'a accès à rien. « Bien. C'est très bien, Eleanor. Mais j'ai besoin que tu me dises quelque chose en toute honnêteté. Que veux-tu obtenir avec ça? » La question m'a prise par surprise. Je suis resté silencieuse un moment, fixant ma tasse de café. « Je veux la justice, ai-je dit finalement. Je veux qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas me traiter comme ça, qu'ils ne peuvent pas m'effacer de la vie de mon fils comme si je n'avais pas d'importance. Je veux qu'ils sachent que la femme qu'ils ont sous-estimée n'est pas aussi faible qu'ils le pensaient. » Théo a hoché la tête lentement. « Alors,
nous allons obtenir la justice. Mais ça doit être intelligent, légal et définitif. Nous ne pouvons laisser aucun détail au hasard. Pendant les 3 heures suivantes, Théo et moi avons élaboré un plan. Il m'a expliqué tout ce que nous devions faire, étape par étape. D'abord, je devais tout documenter. Chaque fois que Ryan m'ignorait, chaque fois qu'il déclinait une invitation, chaque commentaire désobligeant que j'entendais, je tiendrais un journal détaillé avec les dates et les heures. Deuxièmement, nous devions protéger mes biens. Théo rédigerait des documents légaux qui garantiraient que personne ne pourrait toucher à ma maison ou à mes comptes sans mon consentement explicite. Nous obtiendrions une déclaration de capacité mentale certifiée par un médecin afin que personne ne puisse prétendre à l'avenir que je n'étais pas saine d'esprit lorsque j'ai pris ces décisions. Troisièmement, et c'était la partie la plus importante, je devais continuer à agir normalement. Je ne pouvais pas laisser Ryan ou Jessica soupçonner que je savais quoi que ce soit. Je devais être la même mère que toujours. Soumise, reconnaissante, invisible. Ça va être difficile, Eleanor, m'a prévenu Théo. Tu vas devoir sourire quand ils te feront du mal. Tu vas devoir accepter les humiliations et agir comme si elles ne t'affectaient pas. Peux-tu le faire? J'ai pensé à toutes les années où j'avais déjà fait exactement ça, sourire quand ça faisait mal. Accepter les miettes et agir avec reconnaissance. Être invisible quand tout ce que je voulais, c'était être vu. Je peux le faire, lui ai-je dit. Je me suis entraîné toute ma vie. Théo a posé sa main sur la mienne. Ça va bien se terminer, Eleanor. Je te le promets. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu suives le plan exactement comme nous l'avons conçu. Pas d'improvisation. Pas de confrontations émotionnelles. Froid, calculé, patient. Je comprends. Encore une chose. Quand ce sera fini, quand nous exécuterons le plan final, il n'y aura pas de retour en arrière. Ta relation avec Ryan changera pour toujours. Tu la perdras probablement complètement. Es-tu prête pour ça? Cette question m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Mais la réponse était claire. Je l'ai déjà perdu, Théo. Le fils que j'ai élevé, le garçon qui a promis de prendre soin de moi, il n'existe plus. L'homme qu'il est maintenant ne me veut pas dans sa vie. Il ne veut que mon argent. Donc, je n'ai plus rien à perdre. Nous avons quitté ce café avec un plan solide et un accord. Théo ne me ferait rien payer pour son travail. Il a dit que c'était sa façon de me rembourser enfin pour tout ce que j'avais fait pour lui. J'ai essayé d'insister, mais il a catégoriquement refusé. Tu m'as sauvé quand personne d'autre ne le ferait, Eleanor. Maintenant, laisse-moi te sauver. Les jours suivants furent étranges. Je suivais ma routine normale, mais tout semblait différent. C'était comme si je jouais dans une pièce de théâtre, Eleanor, la mère dévouée, le rôle que j'avais joué pendant des décennies. Ryan m'a appelé pour m'inviter à dîner, chose inhabituelle. J'ai immédiatement soupçonné qu'il voulait quelque chose. Je suis allé chez eux avec un gâteau que j'avais préparé. Jessica m'a accueilli avec ce faux sourire que je connaissais si bien. Brenda était là aussi, assise sur le meilleur canapé comme si elle était chez elle. Pendant le dîner, tout le monde était excessivement gentil. Ryan a demandé de mes nouvelles. Jessica a fait l'éloge de mon gâteau, bien que j'ai remarqué qu'elle n'en a pris qu'une petite bouchée. Brenda a parlé de l'importance de la famille. Après le dîner, alors que nous prenions le café, Ryan a abordé le sujet que je savais qu'il allait aborder. Maman, Jessica et moi avons parlé de ta situation. Ma situation, ai-je demandé en feignant la confusion. Oui, tu vis seul dans cet appartement. Tu ne rajeunis pas. Et si tu tombes malade? Et si tu tombes et qu'il n'y a personne pour t'aider? Je vais bien, mon chéri. J'ai 67 ans, pas 90. Nous le savons, maman, a continué Ryan, regardant Jessica comme pour chercher du soutien, mais nous voulons nous assurer que tu es protégée. Nous avons pensé que ce serait peut-être une bonne idée que tu mettes certaines choses à mon nom, juste par sécurité. La maison, les comptes. Comme ça, s'il t'arrive quelque chose, tout est en ordre et il n'y a pas de complications juridiques. Brenda a hoché la tête avec cette fausse expression inquiète qu'elle avait probablement répétée devant le miroir. C'est la chose la plus sensée à faire, Eleanor. Mon mari a fait la même chose avec sa mère il y a des années. Elle est beaucoup plus tranquille en sachant que tout est réglé. J'ai pris une gorgée de mon café, comptant jusqu'à 10 dans ma tête, comme Théo me l'avait appris.
Je ne pouvais pas réagir. Je ne pouvais pas leur laisser voir ma colère ou ma douleur. Je devais continuer d'être la mère naïve qu'ils pensaient que j'étais. C'est très attentionné de votre part de penser à ça, Ryan, ai-je dit d'une voix douce. Mais je me sens encore capable de gérer mes propres affaires. Quand je sentirai que je ne le peux plus, je vous le ferai savoir. J'ai vu la frustration traverser brièvement le visage de Jessica. Ryan a insisté un peu plus, utilisant de jolis mots sur la protection et la famille, mais j'ai maintenu ma position avec politesse et sourire. Cette nuit-là, de retour à mon appartement, j'ai immédiatement appelé Théo. Ils ont essayé, lui ai-je dit. Exactement comme tu l'avais prédit. Leur as-tu dit non? Oui, mais gentiment, comme tu me l'as appris. Parfait. Maintenant, ils vont essayer une autre stratégie. Sois sur tes gardes. Et s'il te plaît, Eleanor, ne signe rien de ce qu'ils te mettent sous les yeux. Rien. Même si Ryan pleure ou te fait culpabiliser. Je ne signerai rien. Je le promets. Les semaines suivantes furent un jeu du chat et de la souris. Ryan et Jessica ont essayé différentes tactiques. Un jour, ils m'ont parlé d'un compte d'épargne spécial qui, selon eux, me donnerait de meilleurs intérêts. Un autre jour, ils ont mentionné un ami avocat qui pourrait m'aider à organiser mon testament gratuitement. J'ai écouté. J'ai hoché la tête. J'ai dit que j'y réfléchirais. Et puis je n'ai rien fait. Pendant ce temps, Théo et moi travaillions en silence. Il m'a obtenu un rendez-vous avec un médecin privé qui a certifié par écrit que j'étais en pleine possession de mes facultés mentales. Nous avons signé des documents qui protégeaient tous mes biens. J'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque où j'ai commencé à transférer mes économies. Petit à petit, j'ai aussi commencé mon journal. Chaque interaction avec Ryan, avec Jessica, avec Brenda, je l'ai documenté. La date, l'heure, ce qu'ils ont dit, comment ils m'ont traité. Les fois où Ryan a annulé des projets avec moi. Les fois où Jessica m'a regardé avec dédain. Les fois où Brenda a parlé de moi comme si je n'étais pas dans la pièce. Puis est venue la fête des mères. Le jour des $15 et de la carte cadeau. Le jour qui a confirmé tout ce que je savais déjà, mais qui faisait encore mal comme si c'était nouveau. Après cette nuit-là, après avoir marché sous les lampadaires avec mon cadeau humiliant à la main, après avoir contacté Théo, j'ai su qu'il était temps de passer à la phase suivante. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau. C'était un espace petit mais professionnel, avec des étagères pleines de livres de droit et un bureau organisé. Ils ont montré leur jeu, Eleanor, m'a dit Théo. Maintenant, nous savons exactement qui ils sont et ce qu'ils veulent. Il est temps de préparer le coup final. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? D'abord, nous allons vendre ta maison. J'ai eu le souffle coupé un instant. Ma maison. L'endroit où j'avais élevé Ryan. Où Michael et moi avions été heureux. Où chaque coin gardait un souvenir. La vendre? Ai-je répété d'une voix faible. Je sais que ça fait mal, mais pense-y, Eleanor. Cette maison est ton plus grand atout. Si Ryan parvient à te manipuler, ou pire, à obtenir un document légal que tu signes, cette maison serait la première chose qu'il prendrait. Nous devons la convertir en argent que nous pouvons déplacer et protéger. Il avait raison. Je le savais. Mais ça faisait mal quand même. Et où vais-je aller? Pour l'instant, tu resteras là. Nous vendrons la maison, mais l'accord inclura que tu puisses y vivre pendant encore 6 mois sans payer de loyer. Cela nous donne le temps d'exécuter le reste du plan. Ensuite, quand tout cela sera terminé, tu auras assez d'argent pour commencer une nouvelle vie où tu voudras. Une nouvelle vie. L'idée semblait impossible pour une femme de 67 ans. Une vie où personne ne te traite comme une ordure. Où tu peux voyager si tu veux. Acheter de nouveaux vêtements. Aller dans de bons restaurants. Toutes ces choses que tu t'es refusées pendant des années parce que tu économisais pour un fils qui te donne maintenant $15. Ces mots m'ont frappé durement. Il avait raison. J'avais passé toute ma vie d'adulte à tout me refuser. D'abord pour Michael et Ryan quand ils étaient ma vraie famille. Puis juste pour Ryan quand il était tout ce qui me restait. J'avais vécu comme une pauvre même quand je n'avais plus à le faire, parce que dans ma tête, tout ce que j'avais été pour mon fils. D'accord, ai-je dit finalement. Vends la maison. Théo a hoché la tête et a sorti d'autres papiers. Deuxièmement, nous allons créer un événement,
Une grande réunion de famille où tout le monde sera présent, oncles, cousins, amis proches, témoins. Nous allons le fixer pour la prochaine fête des mères. Exactement 1 an à partir de maintenant. 1 an, c'est long. C'est le temps dont nous avons besoin. Nous avons besoin de cette année pour finir de rassembler les preuves, pour sécuriser toutes les transactions, pour préparer chaque détail du plan. Et crois-moi, le symbolisme de le faire exactement 1 an plus tard rendra l'impact beaucoup plus fort. Que se passera-t-il à cet événement? C'est là que tu révéleras tout. Les messages, les manipulations, les tentatives de prendre tes biens, tout. Mais tu ne seras pas celle qui le dira directement. Nous allons préparer une présentation avec des preuves, vidéos, enregistrements audio, capture d'écran, documents. Comment allons-nous obtenir tout ça? Théo a souri. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un homme qui savait exactement comment le monde fonctionnait et comment utiliser ses règles à son avantage. Laisse-moi faire. J'ai des contacts, des détectives privés qui me doivent des faveurs. Nous obtiendrons tout ce dont nous avons besoin, de manière totalement légale. Au cours des mois suivants, ma vie est devenue une double existence. À l'extérieur, j'étais toujours Eleanor, la mère reconnaissante. Je répondais aux brefs textos de Ryan. J'assistais au dîner de famille quand j'étais invité, ce qui arrivait de moins en moins souvent. Je souriais lorsque Jessica faisait des commentaires passifs-agressifs sur mes vêtements ou mes cheveux. Mais à l'intérieur, et en privé avec Théo, j'étais quelqu'un d'autre. J'étais une femme avec un plan, un but, un pouvoir. La maison s'est vendue en 3 mois. Nous en avons obtenu un bon prix. L'argent est allé directement sur mon nouveau compte, celui dont Ryan ne connaissait pas l'existence. J'ai signé l'accord pour rester 6 mois. Ryan n'a jamais su que la maison de son enfance n'était plus la mienne. Théo a engagé un détective privé, un homme discret qui a commencé à suivre Ryan et Jessica. Pas illégalement, juste en documentant des photos d'eux dans des restaurants chers pendant que je mangeais de la soupe en conserve dans mon appartement. Des vidéos d'eux en vacances pendant que Ryan me disait qu'il n'avait pas le temps de me rendre visite. Le détective a également obtenu quelque chose de plus précieux. Par des voies légales, il a obtenu les relevés d'appels et de textos de Ryan. Pas le contenu complet, ce qui aurait été illégal, mais les métadonnées, les dates, les heures, la fréquence des communications. Les chiffres ne mentaient pas. Ryan envoyait en moyenne 25 textos par jour à Jessica, 15 à Brenda, 5 à ses amis du travail, et à moi, sa mère, en moyenne 2 textos par semaine. La plupart étaient des réponses d'un seul mot à mes questions. Théo m'a montré les graphiques qu'il avait créés avec ces informations, des barres colorées qui montraient visuellement l'abandon. C'était dévastateur de le voir en chiffres, de voir à quel point je comptais peu dans la vie de mon fils, mesuré en données froides et dures. C'est très puissant, Eleanor, a dit Théo. Quand la famille verra ces chiffres, quand ils verront exactement à quel point il t'a ignoré, il ne pourra pas le nier. Il ne pourra pas dire que ce n'est pas vrai ou que tu exagères. Pendant ce temps, je continuais ma vie comme d'habitude, ou ce qu'il en restait. J'avais vendu ma machine à coudre des années auparavant, donc je n'avais plus mon travail. Je vivais des intérêts de mes économies et de la petite pension que Michael m'avait laissée. Mes journées étaient solitaires. Je me levais tôt par habitude, même si je n'y étais plus obligé. Je préparais du café pour une personne. Je regardais les nouvelles sur ma vieille télévision. Je lisais des livres de la bibliothèque. Je me promenais dans le parc. Parfois, je voyais d'autres femmes de mon âge avec leurs enfants et petits-enfants, des familles riant ensemble, prenant des photos, se serrant dans les bras avec une affection sincère. Et je sentais une pointe dans ma poitrine que je ne savais plus si c'était de la tristesse, de l'envie ou de la rage. Ryan m'appelait environ tous les 15 jours le dimanche, des conversations de 5 minutes où il me demandait comment j'allais. Je disais que j'allais bien. Il me racontait quelque chose de vague sur le travail. Et puis il devait raccrocher parce qu'il avait des choses à faire. Il ne m'a jamais demandé ce que je faisais de mes journées. Il ne m'a jamais demandé si j'étais seul. Il ne m'a jamais demandé si j'avais besoin de quelque chose, et je ne le lui ai jamais dit, parce que j'avais appris qu'il ne s'en souciait pas vraiment. Le jour de mon 68e anniversaire, Ryan m'a envoyé un texto. Joyeux anniversaire, maman. On t'aime très fort. Avec un emoji de gâteau. Il n'est pas venu me voir. Il n'a pas appelé. Juste ce message générique que Jessica lui avait probablement rappelé d'envoyer. Je suis resté seul dans mon appartement ce jour-là,
avec un morceau de gâteau que je m'étais acheté à la boulangerie du coin, et je me suis permis de pleurer. Pas pour l'anniversaire oublié, j'y étais habitué. J'ai pleuré pour tous les anniversaires que j'avais célébrés pour lui. Les fêtes que j'avais organisées avec de l'argent que je n'avais pas. Les cadeaux que j'avais achetés en sacrifiant d'autres choses. L'amour que j'avais donné sans limite, espérant qu'un jour il serait multiplié et rendu. Mais après les larmes, j'ai appelé Théo. Comment avancent les préparatifs, ai-je demandé. Bien. Très bien. Nous avons presque tout. Comment vas-tu? Fatigué, triste, mais déterminé. C'est ça l'important. La détermination. Parce que je vais être honnête avec toi, Eleanor. Ce que nous allons faire va faire mal. Pas seulement à eux. Ça va te faire mal à toi aussi. Parce que c'est la fin définitive. Après ça, il n'y a pas de réconciliation possible. Je sais, et je suis prête. Les mois ont continué à passer. L'automne a fait place à l'hiver, l'hiver au printemps. Chaque saison me trouvait plus préparée, plus forte, plus certaine de ce que j'allais faire. Théo et moi nous rencontrions toutes les 2 semaines pour revoir le plan. Nous ajustions les détails. Nous ajoutions de nouvelles preuves que le détective trouvait. Nous répétions ce que je dirais, comment je le dirais, quand je le dirais. Tu ne peux pas hésiter, répétait Théo. Le moment venu, tu dois être ferme. Pas de larmes, pas de doute. Ils vont essayer de te manipuler émotionnellement. Ryan va essayer d'utiliser ton amour de mère contre toi. Mais tu dois rester forte. Je le serai. Tu en es sûr? Parce que nous avons encore le temps d'annuler tout ça. On peut juste protéger tes biens et tu peux partir tranquillement. Tu n'es pas obligé de faire la confrontation publique si tu ne le veux pas, j'y ai pensé, à disparaître tranquillement, à tout vendre, à déménager dans une autre ville, à changer de numéro de téléphone et à tout recommencer sans un mot. Mais non, ce serait trop facile pour eux. Ils pourraient continuer leur vie sans conséquence. Ils pourraient dire aux gens que j'étais la mère folle qui était partie sans raison. Ils pourraient jouer les victimes et recevoir une sympathie qu'ils ne méritaient pas, non, ai-je dit fermement. Nous le faisons comme prévu. Je veux que tout le monde sache la vérité. Je veux que Ryan voie les conséquences de ses actes. Je veux que Jessica et Brenda comprennent qu'elles ont sous-estimé la mauvaise personne. Théo a hoché la tête, un mélange de fierté et d'inquiétude dans les yeux. Alors, allons de l'avant. 3 mois avant la fête des mères, j'ai dit à Ryan que je voulais organiser un grand dîner de famille, une célébration. J'ai dit que je sentais que la famille était déconnectée et que j'aimerais réunir tout le monde avant d'être trop vieille pour le faire. Ryan a semblé surpris par l'initiative, mais il a accepté. Jessica a également accepté, pensant probablement que ce serait une autre occasion de montrer sa belle maison et sa vie parfaite. Chez nous, maman, a demandé Ryan. Si ça ne te dérange pas. Ta maison est plus grande et plus jolie que mon appartement. Je veux que tout le monde soit à l'aise. Bien sûr, pas de problème. Qui veux-tu inviter? Je lui ai donné une liste. Les oncles de Ryan que je n'avais pas vus depuis des années, des cousins, quelques vieux voisins qui nous connaissaient depuis son enfance, des amis de la famille de l'époque où Michael était en vie, même quelques collègues de Ryan que j'avais rencontrés lors d'événements précédents. C'est beaucoup de monde, maman, a dit Ryan, un peu dépassé. Je sais, mais c'est peut-être la dernière chance que j'aurai de réunir tout le monde. J'ai 68 ans, mon chéri. Je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai utilisé mon âge comme excuse. La carte de la mortalité que les enfants adultes ne peuvent ignorer sans se sentir coupables, et ça a marché. D'accord, maman. Nous ferons le dîner. Mais Jessica et moi nous occuperons de la nourriture et de l'organisation. Tu n'auras qu'à venir et en profiter. Merci, mon chéri. Ce que Ryan ne savait pas, c'est que j'avais déjà contacté personnellement chaque personne de cette liste. J'avais expliqué, sans trop en révéler, que ce dîner était très important pour moi, que j'avais besoin qu'il soit là, que s'il vous plaît, il ne manque pas. La plupart ont accepté immédiatement. Certains, en particulier les oncles plus âgés de Ryan, m'ont demandé si tout allait bien. Je leur ai dit que oui, que je voulais juste les voir, qu'ils me manquaient. Théo serait là aussi. J'ai dit à Ryan que je l'invitais parce qu'il avait été un bon ami de la famille pendant des années et que je voulais qu'il rencontre enfin Jessica. Théodore Marshall? A demandé Ryan. Le voisin d'avant? Oui.
Il a très bien réussi. C'est un avocat. J'ai pensé que vous pourriez avoir des choses à vous dire. Ryan ne se doutait de rien. Pour lui, j'étais juste la mère sentimentale qui voulait revivre de vieux souvenirs et rassembler des gens de son passé. Les jours ont commencé à passer plus vite. Soudain, il ne restait plus que 2 mois, puis 1 mois, puis 2 semaines. Théo et moi avions tout préparé. La présentation était prête. Une vidéo de 20 minutes avec preuve après preuve. Message texte, enregistrement audio, photos, graphiques, documents légaux, le tout organisé de manière claire, chronologique, irréfutable. Nous avions aussi les enveloppes prêtes, une pour chaque adulte présent au dîner. À l'intérieur de chaque enveloppe, un résumé imprimé des principales preuves et les documents légaux montrant que tous mes biens avaient déjà été transférés et protégés. « Tu es nerveuse ?» m'a demandé Théo une semaine avant le dîner. Terrifié, ai-je admis, mais aussi soulagé, comme si j'étais sur le point de poser un poids que je porte depuis des années. C'est exactement ce que tu vas faire. La soirée est arrivée, la fête des mères, exactement 1 an après l'humiliation des $15. Je me suis préparé avec soin. Cet après-midi-là, j'ai enfilé une robe que j'avais achetée spécialement pour cette occasion. Elle n'était pas chère, mais elle était neuve, d'une couleur vert profond qui me faisait sentir différente. Je me suis coiffé d'une manière différente, plus moderne. Je me suis maquillé un peu. Je me suis regardé dans le miroir et je ne me suis presque pas reconnu. La femme qui me regardait n'était pas l'Éléanore soumise et oubliée. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaissait sa valeur, quelqu'un qui était prêt à se battre. Je suis arrivé chez Ryan à 18h. Il y avait plusieurs voitures garées à l'extérieur. La famille arrivait déjà. J'ai sonné et Jessica a ouvert la porte. Son expression a changé en me voyant. Surprise, confusion, peut-être un peu de dégoût parce que je ne ressemblais pas à la pauvre vieille femme qu'elle attendait. « Éléanore » a-t-elle dit, sans m'appeler « maman », comme elle le faisait parfois quand elle voulait faire semblant. « Tu as l'air différente. » « Merci, Jessica. » J'ai pensé qu'il était temps de changer. Je suis entré dans la maison. Le salon était plein de monde. Les oncles de Ryan discutaient dans un coin. Quelques cousins jouaient sur leur téléphone. Brenda était assise sur le meilleur canapé, comme toujours, un verre de vin à la main. Ryan est sorti de la cuisine et s'est arrêté net en me voyant. « Maman » a-t-il dit en s'approchant lentement. « Tu es superbe. Cette robe est nouvelle. » J'ai décidé qu'il était temps de dépenser un peu pour moi. Après tout, j'ai 68 ans. Je ne sais pas combien de temps il me reste à profiter. J'ai vu quelque chose traverser ses yeux. De la culpabilité ? Du malaise ? Je n'étais pas sûr. Le dîner s'est déroulé normalement au début. Il y avait trop de nourriture sur la table. Jessica avait engagé un service de traiteur, bien sûr. Pas de nourriture maison. Tout était parfait et sans âme. Les gens mangeaient, riaient, racontaient des histoires. Les oncles de Ryan lui ont posé des questions sur son travail. Les cousins de Jessica ont parlé de leurs enfants. Brenda a raconté des anecdotes sur ses récents voyages. Je mangeais en silence, observant tout. Théo était assis à côté de moi. De temps en temps, il me regardait et hochait légèrement la tête, me rappelant qu'il était là, que tout se déroulait selon le plan. Après le dîner, quand ils ont servi le dessert, Ryan s'est levé et a tapé sur son verre avec une cuillère, le même geste qu'il avait fait 1 an auparavant. « Je veux tous vous remercier d'être venus ce soir » a-t-il commencé. « Je sais que ma mère voulait réunir la famille, et je suis heureux que tout le monde ait pu être là. » Il y a eu des applaudissements polis. J'ai gardé mon expression neutre. « Je veux aussi profiter de ce moment pour dire quelque chose d'important » a continué Ryan. Il a regardé Jessica, qui lui a souri d'un air encourageant. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma mère ne rajeunit pas. Et Jessica et moi nous inquiétons pour elle, vivant seule, sans personne pour s'occuper d'elle s'il arrive quelque chose. » J'ai senti mon cœur commencer à battre plus vite. Ce n'était pas dans le plan. Ryan improvisait quelque chose. C'est pourquoi, Ryan a sorti une enveloppe de la poche de sa veste, nous avons décidé de faire quelque chose à ce sujet. Maman, Jessica et moi voulons que tu viennes vivre avec nous. Il y a eu des murmures surpris autour de la table. Certains semblaient positifs, d'autres confus. Nous avons cette chambre supplémentaire à l'étage, a continué Ryan.
Nous pouvons en faire ton espace. Comme ça, tu ne seras pas seul. Comme ça, nous pourrons prendre soin de toi comme tu le mérites. Il m'a regardé avec un sourire qui semblait probablement sincère à tout le monde, mais je pouvais voir ce que c'était vraiment. Une mise en scène, un moyen de prendre le contrôle de ma vie, de mes décisions, de mon argent. Ryan, ai-je dit d'une voix calme, c'est très généreux. Mais je ne peux pas accepter. Son sourire a vacillé. Pourquoi pas, maman? C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Parce que je suis encore capable de prendre soin de moi et parce que je tiens à mon indépendance. Maman, ne sois pas têtue. C'est pour ton bien. Brenda est intervenue avec sa voix mielleuse. Eleanor, Ryan ne veut que ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu devrais être reconnaissante d'avoir un fils aussi attentionné. Reconnaissante. Encore ce mot. Je suis reconnaissante, ai-je dit en regardant directement Ryan. Très reconnaissante pour beaucoup de choses. Et c'est pourquoi je veux profiter de cette occasion, avec tout le monde ici, pour dire quelque chose d'important aussi. Je me suis levé. Théo a fait de même, se dirigeant vers le mur où se trouvait un grand écran que Ryan utilisait pour regarder des films. « Qu'est-ce que tu fais, maman » a demandé Ryan, le ton nerveux. « Je vais vous faire à tous un cadeau, ai-je dit. À vous tous. Le cadeau de la vérité. » Théo a connecté son ordinateur portable à l'écran. Ryan s'est approché rapidement. « Maman, je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être qu'on devrait en parler en privé d'abord. » Non, mon chéri. Nous avons eu assez de conversations privées. Celle-ci est publique, comme il se doit. L'écran s'est allumé. Un titre simple est apparu, La vérité sur Eleanor Vance et sa famille. Jessica s'est levée. C'est ridicule. Eleanor, je ne sais pas ce que tu prépares, mais nous n'allons pas permettre. Assieds-toi, Jessica, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne. Elle était ferme. Elle était forte. C'était la voix de quelqu'un qui avait trouvé son pouvoir. Soit tu t'assois et tu regardes ça, soit tu pars. Mais si tu pars, tout le monde saura pourquoi. Elle m'a regardé avec une haine pure, mais elle s'est assise. La vidéo a commencé. La première image était une photo de Ryan bébé dans mes bras. J'avais l'air si jeune, si heureuse, si pleine d'espoir. Ma voix enregistrée a commencé à narrer. Théo et moi avions préparé chaque mot avec soin. Mon nom est Eleanor Vance. J'ai 68 ans. Je suis la mère de Ryan Vance et voici mon histoire. La vidéo a montré des photos de notre vie. Michael et moi jeunes mariés. Ryan grandissant. La modeste maison où nous vivions, ma machine à coudre. Quand mon mari est mort, Ryan avait 6 ans. Je me suis retrouvé seul avec un enfant et une montagne de dettes. J'ai travaillé jour et nuit pendant 22 ans pour donner à mon fils tout ce dont il avait besoin. Éducation, opportunité, amour. D'autres photos. Ryan à l'école. Ryan diplômé. Ryan le premier jour de son travail. Mon fils a grandi et est devenu un homme qui a réussi. Il m'a promis que quand il le pourrait, il prendrait soin de moi comme je m'étais occupé de lui. Je l'ai cru, parce que c'est ça l'amour d'une mère. On croit sans condition. Puis le ton de la vidéo a changé. Les messages textes sont apparus. Ce que j'avais trouvé sur le téléphone de Ryan, agrandi à l'écran pour que tout le monde puisse les lire clairement. Ta mère a encore appelé. C'est la 3e fois cette semaine. C'est épuisant. J'ai entendu des halètements autour de la table. Ryan était devenu pâle. D'autres messages sont apparus, l'un après l'autre. Des conversations entre Ryan et Jessica, entre Jessica et Brenda, des commentaires cruels, des plans pour me manipuler, des conversations sur mon argent et comment l'obtenir. Ta mère a encore apporté cette nourriture bizarre qu'elle fait. Je ne sais même pas ce que c'est. Je l'ai jetée après son départ. Ma mère dit que les belles-mères comme ça ne comprennent jamais quand il faut se retirer. L'héritage de ta mère doit être sécurisé pour toi, pas perdu dans ce vieil appartement. Chaque message était un coup de poignard. Mais pas seulement pour moi, pour tout le monde qui regardait. Les oncles de Ryan fixaient l'écran avec horreur. Les cousins murmuraient entre eux. Les vieux voisins secouaient la tête. Puis sont venus les graphiques, les statistiques de communication, les barres colorées qui montraient avec une précision mathématique à quel point Ryan m'avait ignoré.
25 messages par jour pour Jessica, 2 par semaine pour sa mère. L'année dernière, a continué ma voix dans la vidéo, pour la fête des mères, mon fils a offert à sa belle-mère un voyage à Paris, un forfait complet avec un hôtel 5 étoiles. Il l'a serrée dans ses bras et lui a dit qu'elle méritait le monde. L'écran a montré une photo de Brenda tenant les billets, souriant radieusement. Il m'a donné ça. L'image a changé. Il y avait la carte cadeau de 15 $ et le mot. Maman, il est important d'être reconnaissante pour ce que l'on a. Le silence dans la pièce était absolu. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. 15 $, a dit ma voix enregistrée. Pour la femme qui a tout vendu ce qu'elle avait pour payer ses études. Pour la femme qui a travaillé jusqu'à ce que ses mains saignent pour qu'il n'ait jamais à emprunter quoi que ce soit. Pour la femme qui a refusé des occasions de refaire sa vie parce que son fils avait besoin d'elle. La vidéo a continué. Des documents sont apparus à l'écran. Des relevés bancaires montrant tous les transferts que j'avais effectués sur le compte de Ryan pendant ses années d'université. Des reçus de paiement que j'avais faits en son nom. Mes propres factures médicales que j'avais ignorées pour pouvoir continuer à lui envoyer de l'argent. Les chiffres étaient dévastateurs. Au total, sur 22 ans, j'avais dépensé plus de 120 000 $ pour mon fils. Chaque centime documenté. Chaque sacrifice transformé en chiffres froids et exacts que personne ne pouvait nier. 122 243 $, a dit ma voix dans la vidéo. C'est le montant exact que j'ai investi dans l'avenir de mon fils. Je n'attends pas qu'il me le rembourse. L'amour d'une mère n'est pas un prêt. Mais j'attendais du respect. J'attendais de la dignité. J'attendais de ne pas être traité comme une ordure. Ryan s'était levé. Maman, s'il te plaît, éteins ça. On peut parler. Assieds-toi, Ryan, a dit Théo d'une voix ferme. Ta mère a le droit de finir. Un des oncles de Ryan, Jacques, un homme plus âgé qui avait connu Michael, a parlé d'une voix dure. Assieds-toi, mon garçon. Tu vas écouter ce que ta mère a à dire. Ryan s'est assis lentement, le visage rouge de honte ou de rage, je n'étais pas sûr. La vidéo a ensuite montré les enregistrements audio. Le détective privé avait obtenu une autorisation légale pour enregistrer des conversations dans des lieux publics. Il avait suivi Ryan, Jessica et Brenda dans des restaurants, des cafés, des endroits où ils parlaient librement. Le premier enregistrement a commencé à jouer. C'était Brenda qui parlait à Jessica dans un restaurant élégant. Tu dois pousser Ryan plus fort. Cette vieille est assise sur une petite fortune et il ne fait rien pour la sécuriser. Si elle meurt sans avoir tout transféré, il y aura des impôts, des complications juridiques. Tu dois agir maintenant. Je sais, maman, mais Ryan devient sentimental quand je parle de sa mère. Il a toujours ce complexe de culpabilité. Alors utilise ce complexe. Dis-lui que c'est pour son bien, que c'est pour la protéger. Les fils comme lui sont faciles à manipuler quand ils pensent faire ce qu'il faut. Les deux femmes ont ri. Ce rire a résonné, amplifié dans le silence total de la pièce. Brenda était maintenant debout, blanche comme un linge. C'est illégal. Vous ne pouvez pas enregistrer des conversations privées sans. C'était un lieu public, a interrompu Théo avec un calme professionnel. Et nous avons tous les permis légaux nécessaires. Voulez-vous voir la documentation? Brenda a fermé la bouche. L'enregistrement suivant était de Ryan et Jessica une semaine avant ce dîner. Je ne comprends pas pourquoi ta mère veut faire ce dîner ridicule, disait Jessica. C'est comme si elle voulait rappeler à tout le monde qu'elle existe. Peut-être qu'elle est seule, a répondu Ryan sans grande conviction. Eh bien, elle peut se trouver des amis de son âge. Ce n'est pas notre travail de la divertir. Nous en faisons assez en l'invitant aux choses importantes. Je sais. Tu as raison. Parfois, c'est épuisant de devoir s'occuper d'elle. Exactement. Et après ce dîner, nous allons pousser plus fort pour qu'elle vienne vivre ici. Une fois qu'elle sera sous notre toit, ce sera beaucoup plus facile de lui faire signer les papiers dont nous avons besoin. Tu es sûr que c'est légal? Bien sûr que c'est légal. Tu es son fils. Elle va vouloir que tu aies tout. Elle a juste besoin d'un petit coup de pouce. Ryan avait dit oui. Il avait accepté le plan. Pas avec enthousiasme, mais pas avec résistance non plus. Il avait simplement laissé sa femme planifier comment manipuler sa propre mère. Les cousins de Ryan détournaient le regard. Une de ses tantes,
Clara, pleurait en silence. Les vieux voisins, qui me connaissaient depuis des décennies, me regardaient avec un mélange de pitié et d'admiration. La vidéo a atteint sa dernière partie. Mon visage est apparu à l'écran. Je m'étais enregistré la semaine précédente, assise dans mon appartement, parlant directement à la caméra. J'ai passé cette dernière année à me demander si j'étais trop dur, a dit mon image à l'écran. Si peut-être j'exagérais. Si l'amour d'une mère signifie tout pardonner, toujours, peu importe à quel point ça fait mal. J'ai fait une pause dans la vidéo. Mon visage montrait toute la douleur de ces années. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. L'amour ne peut pas exister d'un seul côté. Le respect n'est pas facultatif. La dignité n'est pas négociable. Et je mérite plus que des miettes d'affection d'un fils qui a honte de moi. L'écran est devenu noir. La vidéo était terminée. Théo a sorti une pile d'enveloppes de sa mallette. Il a commencé à les distribuer autour de la table, une pour chaque adulte présent. À l'intérieur de ces enveloppes, a-t-il expliqué d'une voix claire et professionnelle, vous trouverez des documents légaux certifiés prouvant ce qui suit, premièrement, que Madame Eleanor Vance est en pleine possession de ses facultés mentales, certifiées par 3 médecins indépendants. Deuxièmement, que tous les biens de Madame Vance ont été transférés sur des comptes et des propriétés à son nom exclusif, inaccessibles à toute autre personne. Troisièmement, que la maison où Madame Vance vivait a été vendue et que l'argent est légalement protégé. Ryan a ouvert son enveloppe avec des mains tremblantes. Il a lu le premier document et son visage s'est décomposé. « Tu as vendu la maison ?» a-t-il dit d'une voix à peine audible. « La maison de papa. »« Notre maison. »« Ma maison, les jeux corrigés. »« La maison que j'ai payée avec mon travail. »« La maison qui était à mon nom. »« Oui, je l'ai vendue parce que je n'allais pas te laisser me la prendre. »« Nous n'allions rien te prendre, » a crié Ryan, perdant son sang-froid. « Nous voulions juste t'aider. »« M'aider ?» Ma voix s'est élevée pour la première fois de la soirée. M'aider en me donnant 15 $ pendant que tu offres à ta belle-mère un voyage à Paris? M'aider en planifiant comment me manipuler pour me faire signer des papiers? M'aider en me qualifiant d'épuisante avec ta femme? Ryan n'avait pas de réponse. Il fixait juste le document dans ses mains comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il lisait. Jessica s'est levée violemment, renversant sa chaise. C'est de la folie. Vous êtes une vieille femme amère qui n'accepte pas que votre fils ait sa propre vie, qu'elle ne tourne pas autour de vous. Tu as raison, ai-je dit calmement. Sa vie ne tourne pas autour de moi, clairement. Mais ma vie n'a pas non plus à tourner autour du fait d'être humiliée et utilisée. Brenda a enfin trouvé sa voie. Ryan, tu n'as pas à tolérer ça. C'est ta mère. Elle est légalement obligée de. Elle n'est obligée de rien, a interrompu Théo. Madame Vance est une adulte indépendante avec le plein contrôle de ses biens. Elle n'a aucune obligation légale de laisser quoi que ce soit à qui que ce soit. Et après ce que nous avons présenté ici ce soir, je pense que nous pouvons tous comprendre pourquoi elle a pris ses décisions. Oncle Jacques s'est levé. C'était le frère aîné de Michael, un homme de principe qui avait toujours été juste. Ryan, a-t-il dit, la voix pleine de déception, ton père aurait honte. Michael est mort pour que tu puisses avoir un avenir. Et cette femme, il m'a montré du doigt, a tout sacrifié pour réaliser le rêve de ton père. Et c'est comme ça que tu la remercies. Oncle Jacques, tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Je comprends que tu as oublié d'où tu viens. Je comprends que tu as laissé ces deux-là, il a regardé Jessica et Brenda avec mépris, te transformer en quelqu'un que ton père ne reconnaîtrait pas, tante Clara s'est également levée. Eleanor, pardonne-nous. Pardonne-moi. Nous aurions dû être plus présents. Nous aurions dû remarquer comment il te traitait. Ce n'est pas de votre faute, Clara. J'ai permis ça. Je continuais d'espérer que les choses s'amélioreraient, que mon fils se souviendrait de qui il était. D'autres personnes ont commencé à se lever de table. Les vieux voisins sont venus me serrer dans leurs bras. Les oncles de Ryan le regardaient avec un mélange de colère et de déception. Les cousins chuchotaient entre eux, clairement du côté de la vérité qu'ils venaient de voir. Jessica a attrapé son sac à main. Je m'en vais. Je ne reste pas ici pour ce cirque. Vas-y, lui ai-je dit. Mais avant de partir, je veux que tu saches quelque chose. Cette chambre supplémentaire que tu voulais transformer en mon espace, utilise-la pour autre chose, parce que je ne vais pas vivre ici.
Je ne vais pas vivre sous le même toit que des gens qui me voient comme un problème à résoudre. Brenda a suivi sa fille jusqu'à la porte. Avant de partir, elle s'est tournée vers moi. Tu vas mourir seule, Eleanor. Sans famille, sans personne pour s'occuper de toi. J'espère que ta fierté en vaudra la peine. Je l'ai regardée droit dans les yeux, sans ciller. Je préfère mourir seul avec ma dignité intacte que de vivre entouré de gens qui me méprisent. Et pour ton information, Brenda, je ne vais pas mourir de sitôt. En fait, je commence tout juste à vivre. Jessica et Brenda sont partis en claquant la porte. Le son a résonné dans la maison comme un coup de tonnerre. Ryan était toujours assis, la tête entre les mains. Certains invités ont commencé à partir, mais pas avant de venir me serrer dans leurs bras, de me murmurer des mots de soutien, de me donner leur numéro de téléphone au cas où j'aurais besoin de quelque chose. Oncle Jacques a été le dernier à partir. Il a posé sa main sur mon épaule. Michael serait fier de toi, Eleanor. Pas de lui, il a fait un geste de la tête vers Ryan. Mais de toi, de t'être défendu, de ne pas les avoir laissés te marcher dessus. Quand tout le monde est parti, il ne restait plus que Ryan, Théo et moi dans cette grande pièce silencieuse. Ryan a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Je ne savais pas si c'était de colère ou de larmes non versées. Comment as-tu pu me faire ça, maman? Sa voix tremblait. M'humilier devant toute la famille. Détruire ma réputation. Je n'ai rien détruit, Ryan. J'ai simplement montré la vérité. Tu as détruit ta propre réputation avec tes actions. Mais je suis ton fils. Les mères sont censées tout pardonner. Les mères pardonnent, ai-je dit d'une voix fatiguée. Mais les mères sont aussi des êtres humains avec des limites. Et tu as franchi toutes les miennes. Je ne voulais pas te faire de mal. Jessica peut être un peu intense parfois, mais je n'ai jamais voulu. Tu n'as jamais voulu me faire de mal, mais tu l'as fait. Encore et encore et encore. Et le pire, c'est que ce n'était pas par ignorance ou par erreur. C'était par choix. Tu as choisi ta femme et sa famille plutôt que moi. Tu as choisi ton confort plutôt que ma dignité. Tu as choisi 15 $ alors que tu m'avais promis le monde. Ryan s'est levé. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Comment est-ce que je continue après ça? C'est quelque chose que tu devras découvrir par toi-même. Tout comme j'ai dû découvrir comment continuer quand ton père est mort. Tout comme j'ai dû découvrir comment vivre avec la douleur de voir mon fils unique devenir un étranger. Maman. Sa voix s'est brisée. Mais j'avais déjà dit tout ce que j'avais à dire. Je n'avais plus de mots. Je n'avais plus de larmes. Il n'y avait qu'un vide là où se trouvait autrefois un amour inconditionnel. Et ce vide était, paradoxalement, libérateur. J'ai pris mon sac à main. Théo m'a offert son bras et je l'ai pris. Attends, a dit Ryan alors que nous arrivions à la porte. Où vas-tu aller? Vivre ma vie, Ryan. La vie que je me suis refusée pendant 68 ans parce que je pensais que mon seul but était d'être ta mère. Mais il s'avère que je suis plus que ça. Je suis Eleanor Vance et je commence tout juste à découvrir qui est cette femme. Est-ce que je te reverrai? Je me suis arrêté à la porte. J'ai réfléchi à cette question. La question à laquelle toute mère voudrait répondre par un oui immédiat. Mais je n'étais plus n'importe quelle mère. Je ne sais pas, mon chéri. Ça dépend de toi. Ça dépend si tu comprends un jour vraiment ce que tu as fait. Ça dépend si tu peux voir au-delà de ce que Jessica et Brenda t'ont mis dans la tête et te souvenir de qui tu étais avant elles. Ça dépend si l'homme que tu étais peut revenir, ou s'il est mort pour toujours. Je suis sorti de cette maison avec Théo à mes côtés. L'air de la nuit était frais et pur. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Comment te sens-tu? A demandé Théo lorsque nous sommes arrivés à sa voiture. Comme si j'avais retenu ma respiration pendant des décennies, ai-je dit, et que je pouvais enfin expirer. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un hôtel. Un bel hôtel, le genre où je ne m'étais jamais permis de dépenser de l'argent. J'ai commandé le service en chambre. J'ai pris un long bain dans l'immense baignoire. Je me suis allongé dans des draps doux et propres qui sentaient la lavande. Et pour la première fois depuis un an, j'ai dormi sans cauchemar. Le lendemain matin, Théo est venu me chercher. Il avait des billets d'avion à la main. Paris, a-t-il dit avec un sourire.
Première classe, hôtel 5 étoiles, 2 semaines complètes. Après ça, si tu veux, on peut réserver Rome, Barcelone, Lisbonne, où que tu veuilles aller, Eleanor. J'ai pris les billets avec des mains tremblantes. Paris. La ville que Brenda avait visitée pendant que je recevais 15 $. La ville qui représentait tout ce qui m'avait été refusé. Je ne peux pas accepter ça, Théo. C'est trop. Eleanor, tu as payé mes repas quand je n'avais rien. Tu m'as donné de l'espoir quand je voulais abandonner. Ce n'est pas de la charité. C'est la justice. Laisse-moi te donner ça, s'il te plaît. J'ai regardé les billets. J'ai vu mon nom imprimé dessus. Eleanor Vance. Destination, Paris, France. Départ dans 3 jours. D'accord, ai-je dit, les larmes coulant sur mes joues. Mais cette fois, c'était des larmes de quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps que j'avais presque oublié son nom. Le bonheur. J'irai à Paris. Les mois suivants furent les plus étranges et les plus merveilleux de ma vie. J'ai d'abord voyagé à Paris, où j'ai parcouru les rues que j'avais vues dans les films, mangé dans de petits restaurants, visité des musées et me suis assise dans des cafés à regarder les gens passer. Puis Rome, où les ruines antiques m'ont rappelé que même les choses qui semblent éternelles finissent par changer. Barcelone, où l'art et les couleurs m'ont rendu quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours, l'émerveillement. À Lisbonne, j'ai rencontré un groupe de femmes de mon âge. Des voyageuses, elles aussi. Certaines veuves, certaines divorcées, toutes à la recherche de quelque chose qu'elles avaient perdu en cours de route. Nous sommes devenus amis. Nous avons partagé des histoires, des rires et du vin bon marché sur des terrasses surplombant l'océan. L'une d'elles, Judith, m'a demandé pourquoi j'avais attendu si longtemps pour commencer à voyager. Parce que je pensais que ma vie était déjà finie, lui ai-je dit. Je pensais qu'à mon âge, il ne restait plus qu'à attendre la fin. Et qu'en penses-tu maintenant? Maintenant? Je pense que ma vraie vie ne fait peut-être que commencer. 6 mois après ce dîner, j'ai reçu un message de Ryan. Il était long, plusieurs écrans de texte. Il disait que lui et Jessica suivaient une thérapie de couple, qu'elle était allée vivre temporairement chez sa mère, qu'il avait eu beaucoup de temps pour réfléchir. Il disait qu'il était désolé, qu'il n'avait pas vraiment compris ce qu'il avait fait. Jusqu'à ce que toute la famille cesse de lui parler, jusqu'à ce que ses oncles lui envoient des messages disant à quel point ils étaient déçus, jusqu'à ce qu'il se retrouve seul dans cette grande maison et réalise qu'il avait échangé sa mère contre l'approbation de personnes qui ne l'avaient jamais vraiment aimé. Il disait qu'il voulait me voir, qu'il voulait essayer de réparer ce qu'il avait brisé. J'ai lu le message 3 fois. Assise dans un café à Séville, avec le soleil espagnol réchauffant mon visage, portant de nouveaux vêtements qui me faisaient me sentir jolie, avec des projets d'aller au Maroc la semaine suivante. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le message exister sur mon téléphone pendant des jours, le temps de décider ce que j'en pensais. Est-ce que je voulais pardonner à Ryan? Une partie de moi, la mère qui vivait encore à l'intérieur, disait oui. Mais une autre partie, la femme qui avait trouvé sa force, se demandait si le pardon signifiait se laisser blesser à nouveau. Finalement, 2 semaines plus tard, j'ai répondu, Ryan, j'apprécie ton message. J'apprécie que tu réfléchisses. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne vais pas redevenir la mère que j'étais. Cette femme est morte la nuit des 15 $. La femme que je suis maintenant a des limites. Elle a de la dignité. Elle a sa propre vie qui ne tourne pas autour du besoin que tu as d'elle. Si tu peux accepter ça, si tu peux m'aimer non pas parce que tu as besoin de moi, mais parce que tu le choisis, alors peut-être qu'un jour nous pourrons essayer de reconstruire quelque chose. Mais ce sera différent. Je suis différente, et je ne vais pas m'en excuser. Sa réponse est arrivée des heures plus tard. Je comprends, maman. Et tu as raison. Je vais travailler sur moi-même. Je vais essayer d'être le fils que tu mérites d'avoir. Je ne te demande pas de me pardonner maintenant. Je te demande seulement qu'un jour tu me donnes la chance de te montrer que je peux changer. Je ne sais pas si Ryan changera vraiment. Je ne sais pas si notre relation peut être sauvée ou si elle est brisée pour toujours. Et la vérité, c'est que je n'ai plus l'impression que mon bonheur dépend de cette réponse. Parce que pour la première fois de ma vie, je me suffis à moi-même. 1 an après ce dîner, un autre jour de fête des mères, j'étais assise dans un restaurant au bord de la mer en Grèce. J'avais rencontré un homme nommé Robert,
un veuf espagnol qui voyageait seul aussi. Ce n'était pas une romance. C'était de la compagnie. C'était quelqu'un avec qui partager un bon repas et une bonne conversation, sans attente ni obligation. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Ryan. Une photo. Lui, seul, devant la tombe de son père. Le message disait, « J'ai tout raconté à papa. Je pense qu'il est déçu de moi. Mais je pense aussi qu'il est fier de toi. Moi aussi, maman. Je sais que je n'ai pas le droit de le dire après tout, mais c'est le cas. Je suis fier que tu ne nous aies pas laissé te détruire. » J'ai regardé la photo pendant un long moment. Michael, mon mari, le père de Ryan, l'homme qui était mort trop jeune et m'avait laissé la responsabilité d'élever notre fils seul. J'ai pris une photo de ma vue. La mer bleue, le ciel clair, ma main avec de nouveaux bracelets tenant un verre de vin blanc. Je l'ai envoyé à Ryan avec un simple message. Ton père m'a appris que le véritable amour n'a pas à faire mal. Il m'a fallu de nombreuses années pour l'apprendre, mais j'ai enfin compris. J'ai posé le téléphone face contre la table. Robert me regardait avec ce sourire aimable que j'avais appris à apprécier. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je dit, et c'était la vérité. Tout va bien. Parce que mon nom n'était plus seulement la mère de Ryan. Ce n'était plus seulement la veuve de Michael. Ce n'était plus seulement la pauvre couturière du quartier. Mon nom était Eleanor Vance, 69 ans, voyageuse, amie, femme libre. Et mon histoire ne faisait que commencer.